Les 5 leçons de la guerre russo-ukrainienne pour les peuples africains. Nous assistons actuellement à un véritable tournant historique de dimension mondiale. En effet, la guerre russo-ukrainienne fonctionne comme un immense révélateur des scandales longtemps cachés dans l'ordre du monde, surtout en ces 5 derniers siècles de domination occidentale. Soudain, ce que disaient quelques libres penseurs isolés sur l'hypocrisie, le mensonge et le cynisme de l'Occident se révèle de façon éclatante et éclaire l'opinion mondiale sur une hégémonie inacceptable qui ne peut plus durer, puisque cette terre appartient en fait à l'univers et à Dieu, et non à quelques nations, races ou entités politiques exclusives que ce soit. Et puis, il y a un autre facteur au-delà de cette humiliation, c'est le sentiment d'hypocrisie occidentale. Nous négligeons ce facteur. Pour Vladimir Poutine, nous sommes des menteurs. Mais sur quoi ? 1999, le Kosovo. Nous avons parlé d'une intervention militaire sans autorisation du Conseil de sécurité en voulant, c'était le terme que nous avons employé et Vladimir Poutine nous le renvoie aujourd'hui, en craignant, nous, un génocide de la part, sur les Albanais, de la part des Serbes. Deuxième étape du mensonge, et donc de l'hypocrisie occidentale, les États-Unis en Irak. Où ils sont évidemment souvent prompts, et combien de fois le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque me l'a dit, vous n'avez rien fait pour juger pour des crimes de guerre monstrueux des centaines de milliers de morts, ni George Bush, ni Tony Blair. Troisième étape, la crise libyenne, où nous avons engagé une partie avec les Russes, puisqu'ils ont soutenu la révolution en 1973, et nous avons outrepassé le mandat. Et quand ils vous disent cela, les Russes, oui, qu'ajoutent-ils? Nous, on a tendu la main. Et c'est vrai qu'en 2001, au moment du 11 septembre, la Russie a fait un geste considérable vis-à-vis des États-Unis. Et la solidarité. Ça ne peut pas permettre d'expliquer ce qui est en train de se passer. Mais ça ne le justifie pas. Mais ça permet de comprendre le logiciel d'un homme qui, outre l'humiliation et l'hypocrisie, ajoute, et je crois que nous négligerions, à la faveur de cette crise, nous négligerions si nous ne le prenions pas en compte, nous ferions une erreur colossale, c'est l'immense sentiment d'injustice et la volonté de revanche et le ressentiment qui existe à l'Est, à l'Orient, mais aussi au Sud. Et quand on voit, on passe par pertes et profits, la résolution de l'Assemblée Générale, où il y a 35 États qui se sont abstenus, et quelques États très peu importants qui ont voté contre. Mais parmi les 35 États, il y a un pays comme le Sénégal. Or, il faut essayer de comprendre pourquoi ces États africains, pourquoi des États sud-américains éprouvent le besoin de nous envoyer ce message qui est vous avez tendance à nous écraser, et c'est là où vient l'argument massu de Vladimir Poutine. C'est que non seulement il veut remettre en cause l'ordre européen, mais il veut remettre en cause la domination occidentale. Et donc, Dominique de Villepin, parce que là, et donc, je termine parce que c'est un point majeur. Et donc, toute la partie, c'est de savoir si la Russie va rester relativement seule, et si l'embarras chinois va devenir beaucoup plus important jusqu'à l'amener à prendre ses distances par rapport à la Russie, ou si Vladimir Poutine remettant en cause l'ordre européen, eh bien, au même moment, le président Xi éprouvera le besoin de remettre en cause l'ordre dans l'Indo-Pacifique et l'ordre mondial, et là, la jonction entre ces deux revendications se fera, et là, le risque, je ne dis pas d'une guerre mondiale, mais d'une confrontation mondiale, sera véritablement d'actualité. En cette période trouble, Chris Yapi invite les Africaines et les Africains à redoubler de vigilance vis-à-vis des mensonges et manipulations fabriqués depuis des siècles par les médias, penseurs stratégiques et idéologues occidentaux, sous couvert de promotion de la démocratie et des droits dits de l'homme. Car comment comprendre que l'Occident, au même moment où sa prétention à incarner la démocratie et la vraie justice est au summum, interdise et bride systématiquement toutes les voix dissidentes, traque les médias réfractaires à sa propagande, discrimine les artistes et sportifs des pays insoumis comme la Russie. Les analystes parlent déjà de l'effet boomerang. Les sanctions de l'Union européenne envers la Russie et de la Russie vers l'Union sont en train de toucher très sérieusement les économies de pays comme la France, l'Espagne, l'Italie et même l'Allemagne. Comment expliquer une telle situation ?
La Russie est le troisième partenaire commercial de l'Union et l'UE le premier partenaire de la Russie. Mais la balance commerciale est nettement en défaveur de l'Europe, 86,7 milliards d'euros en 2013, selon les chiffres publiés par la Commission. Les 28 importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Et la situation risque d'empirer avec l'embargo russe qui touche les fruits et légumes, la viande, le poisson ou le lait. L'Union européenne a déjà débloqué 125 millions d'euros pour soutenir les producteurs. Où sont donc passés le fameux pluralisme, la fameuse tolérance, tant vantée hypocritement par les Occidentaux? Où sont donc passées la sempiternelle prétention des Occidentaux à incarner la liberté d'expression, d'opinion, de pensée, d'association, de choix, d'orientation idéologique, religieuse ou spirituelle? Alors, voici les 5 leçons de circonstance et les 5 leçons durables que les Africains doivent tirer du conflit russo-ukrainien, car nous voyons désormais au grand jour les flagrantes contradictions de l'arrogance des puissances occidentales. Première leçon. Les puissances occidentales persistent dans le racisme. En effet, est raciste toute conception de l'humanité qui pose que certains êtres humains sont supérieurs aux autres en raison de leurs différences biologiques, couleur de la peau, texture des cheveux, couleur des yeux, taille, poids, etc. Or, la crise russo-ukrainienne nous a révélé que pour les puissances occidentales, les Ukrainiens sont de bons réfugiés parce qu'ils sont des Blancs et des chrétiens, voire des Juifs. Les Asiatiques, les Moyen-Orientaux, les Maghrébins et les Africains sont de mauvais réfugiés parce qu'ils ne sont pas blancs. Laissez-nous rentrer chez nous. Laissez-nous rentrer chez nous. Laissez-nous rentrer chez nous. Tout d'abord, ils ont augmenté le coût du transport en taxi. Pour une distance de 2 heures, il faut payer l'équivalent d'1 million de naira, soit environ 1 450 000 francs CFA. On a dit OK, on va payer. Maintenant, nous sommes bloqués ici dans cet hôtel. Pourquoi? Qu'avons-nous fait de mal? Nous sommes venus ici pour étudier. Nous n'avons pas pris de douche depuis 3 jours. Il n'y a pas d'électricité à l'hôtel. Tout est en ruine. Cet endroit n'est pas sécuritaire. Nous sommes tous psychologiquement traumatisés. On ne peut pas entendre une porte se fermer sans que quelqu'un se mette à courir. Quelqu'un déplace une boîte en carton et on se met à courir. C'est injuste pour nous. L'Occident est prêt à accueillir des millions d'Ukrainiens, mais il est prompt à expulser le moindre réfugié non blanc, non occidental. En Ukraine, on a donc refusé l'accès aux trains aux Africains. On les a abandonnés sous les tirs belligérants. On les a refoulés quand ils voulaient se réfugier à la frontière polonaise. Certains d'entre eux ont été arrêtés par la police allemande. Have noticed the train is running late. The reason for that is because the police at Frankfurt Oder is pulling out black people. People of color are being taken off the train because of missing papers. That is not okay. We have a video how the Bundespolizei is telling me that that's their job. We have a video proof for this. It happened yesterday and now this is extreme. This is why the train is running late, because of racism, because black people are being taken off the train. It's really important that you share this. We have to share this information with as many people as possible. L'Occident avoue donc que sa vieille mentalité suprémaciste raciale n'est pas morte. L'Occident croit toujours dur à la supériorité ontologique de l'homme blanc sur tous les autres. Deuxième leçon. Les puissances occidentales s'octroient le privilège exclusif de l'impérialisme. L'impérialisme, c'est cette conception selon laquelle la planète tout entière doit être sous le contrôle d'une seule puissance, et ce, par tous les moyens, militaires, économiques, culturels, politiques, religieux et spirituels. L'impérialisme, c'est le suprémacisme d'une civilisation ambitionnant d'être l'unique maîtresse du monde. La coalition occidentale de l'OTAN revendique le droit d'envahir sans raison valable l'Irak, la Serbie, la Libye, le Panama, le Nicaragua, la Syrie, l'Afghanistan, Haïti, etc. L'impérialisme occidental n'a pas hésité à massacrer des centaines de milliers de gens en Irak, en Libye, en Somalie, au Vietnam, etc., sans le moindre procès ni la moindre réparation. Exactement comme pendant la traite des Noirs, la colonisation et le partage du monde des siècles précédents. Les Occidentaux ont publiquement pendu haut et court Saddam Hussein en Irak, trucidé Kadhafi en Libye,
pour toutes sortes de raisons farfelues. Les États-Unis et l'OTAN peuvent eux seuls violer le droit international et la Charte des Nations Unies en envahissant des pays indépendants et souverains. Ils jouent avec le droit international comme bon leur semble. Ils ne se font jamais juger devant les cours pénales internationales. Mais ils ne sont pas prêts à comprendre que la Russie envahisse l'Ukraine pour mettre un terme à l'avancée militaire de l'OTAN avec ses bases militaires vers l'est de l'Europe et à une guerre que l'Ukraine, par ses néo-nazis, faisait à sa propre population du Donbass, violant ainsi les accords de Minsk. L'invasion des autres parties du monde par l'Occident est donc normale, mais pas l'invasion d'une partie de l'Occident par le reste du monde. En violant le droit international, les États-Unis et l'OTAN ont créé un fâcheux précédent, une sorte de jurisprudence, et il faut aujourd'hui l'assumer. Troisième leçon. Les puissances occidentales protègent les néo-nazis en Ukraine comme elles protègent les dictatures et régimes de troisième mandat anticonstitutionnels et le terrorisme prétendument djihadiste en Afrique. En effet, quand le nazisme ukrainien sert les intérêts de l'OTAN, on le soutient et le couvre volontiers. Du coup, on néglige les 14 000 Ukrainiens assassinés depuis 2014 au Donbass par le régime au pouvoir en Ukraine. De même, les dictatures africaines qui assurent le pillage de l'or, de l'uranium, du cobalt, du manganèse, du pétrole, du diamant, etc., bref, de l'ensemble des richesses faramineuses de l'Afrique, sont chouchoutées par les soi-disant démocraties occidentales. Tout le monde a bien vu la coalition occidentale détruire la Libye en 2011 et introduire massivement les terroristes au Sahel afin de justifier et couvrir ces plans de recolonisation du continent africain pris en tenaille depuis des siècles sur les plans militaires, économiques et politiques. Aujourd'hui, qui n'a pas compris que les terroristes du Sahel et la déstabilisation du golfe de Guinée font partie d'un business plan de réinstallation des bases militaires et de monopole des multinationales occidentales en Afrique? Les mêmes puissances occidentales bénissent les dictateurs et les présidences à vie pourvu que leurs intérêts soient garantis. Peu importe que les dictateurs égorgent, décapitent les populations. On a tout compris. Quatrième leçon. Les puissances occidentales ont une conception discriminatoire du crime de guerre qui exclut la moindre culpabilisation de l'Occident et la diabolisation systématique des puissances non occidentales. Frapper un gratte-ciel occidental est un crime de guerre. Mais tuer des millions d'Africains pendant la traite négrière du XVIe au XIXe siècle, la pénétration coloniale du XIXe au XXe siècle, les guerres néocoloniales du XXe au XXIe siècle n'est pas pour l'Occident une succession avérée de crimes de guerre. Jusqu'à présent, les Africains se battent pour la reconnaissance de tous ces crimes contre l'humanité. L'Occident s'angélise tout seul et diabolise le reste du monde. Il s'arroge le droit exclusif de tuer qui il veut, où il veut, comme il veut, quand il veut, et de proclamer que ce qu'il fait est la volonté de Dieu. Quand d'autres puissances se lèvent pour faire comme lui, l'Occident, dans un accès d'hypocrisie incroyable, crie haro sur le baudet et décrit l'ennemi comme la pire puissance diabolique jamais survenue dans l'histoire. C'est l'hôpital qui se fout vraiment de la charité. Quand on sait surtout que les deux guerres mondiales, de 1914 à 1918 et de 1939 à 1945, sont d'origine et de responsabilité occidentale, quand on sait que le seul usage de la bombe atomique jamais enregistré est l'œuvre de la puissance occidentale en 1945 à Hiroshima et Nagasaki au Japon, on ne peut que s'alarmer de la mauvaise foi des puissances occidentales. Cinquième leçon. Le narratif des médias de la propagande impérialiste occidentale est caractérisé par un double langage scandaleux. En effet, un dirigeant non occidental qui s'attaque à un pays occidental est un fou, mais un dirigeant occidental qui s'attaque à un pays non occidental est un visionnaire. Un civil ukrainien armé par l'Occident contre la Russie est appelé résistant, mais un civil irakien, syrien ou africain armé contre les occupants de son territoire est appelé terroriste. Les combattants employés par les puissances occidentales sont appelés légionnaires étrangers. Par contre, les combattants étrangers employés par les puissances non occidentales en Syrie, en Irak, en Centrafrique, au Mali ou en Libye sont appelés des mercenaires, des bandits, des terroristes. De même, les sociétés militaires privées détenues par des Occidentaux sont considérées comme des entreprises de sécurité. Cependant, les sociétés militaires privées détenues par des non-occidentaux sont appelées sociétés de mercenaires. Exemple, Wagner. Le narratif de la propagande médiatique de l'impérialisme occidental est donc clairement contradictoire, incohérent,
partial et éhonté. Comment le monde peut-il s'accommoder pendant longtemps encore d'une telle incongruité? Devant ces 5 vérités indiscutables, les Africains doivent tirer également 5 leçons durables. Premièrement, les États africains et les peuples africains doivent reconsidérer leurs relations de coopération avec toutes les puissances qui considèrent les Africains comme des sous-hommes. Nous devons imposer à toutes les puissances notre pleine humanité. Deuxièmement, les Africains doivent travailler à l'intégration régionale et continentale de leurs États pour aboutir à la création d'une grande puissance continentale africaine. Celle-ci mettra tous les Africains de la planète à l'abri de l'impérialisme des autres civilisations. Le rêve des Nkrumah, Garvey, Sélassié, Lumumba, Cabral, Kadhafi, Sankara, Nyerere, Mandela, Boganda, Sékou Touré et bien d'autres est en réalité notre seule voie de succès. Troisièmement, les Africains doivent prendre leur distance envers toutes les puissances du monde qui sont complaisantes envers les néo-nazis, car dans le projet mondial d'Hitler, l'homme et la femme noire étaient destinés à disparaître. Quatrièmement, les peuples et les États africains doivent exiger la repentance et la réparation des crimes commis par les puissances occidentales et orientales contre l'humanité africaine comme une condition importante à la normalisation des relations internationales entre l'Afrique et ses puissances. Il est inacceptable qu'on continue à faire ami-ami avec des puissances qui considèrent qu'on peut tuer impunément des millions d'Africains et continuer à faire du business rentable avec l'Afrique. Enfin, les Africains et les Africaines doivent plus que jamais se méfier du storytelling des médias de la propagande impérialiste occidentale. Il faut prendre leurs reportages, arguments, déclarations pompeuses avec beaucoup de pincettes, car derrière tout ce que disent ces mass médias se cache un seul et inacceptable projet, imposer au monde entier, pour des siècles et des siècles, l'hégémonie, la suprématie du seul Occident. Or, cela est inacceptable. Or, moi, je me souviens, il y a exactement 11 ans, presque jour pour jour, la France entrait en guerre contre la Libye, contre le pays, la Libye, à partir d'éléments qui avaient été entièrement fabriqués, hein, les fausses attaques de manifestants fausses attaques, aériennes contre des manifestants à Tripoli, faux charniers, fausses colonnes de chars. D'ailleurs, on voit ce que c'est qu'une colonne de chars, là, du fait de celle qui avance vers Kiev. Bref, un certain nombre de mensonges propagandistes qui ont construit une sorte d'ennemi qui, lui aussi, était assimilable à un nazi, à la figure du dictateur idéal. Et on a attaqué et on a semé une sorte un véritable chaos. Je me rappelle aussi, aux États-Unis, les armes de destruction massive, l'énorme mensonge et les conséquences absolument désastreuses qui s'en sont suivies. À chaque fois, la population, qu'elle soit française ou américaine, suivait son gouvernement. Il y avait une sorte d'esprit de loyauté, de soutien aux forces armées qui était mobilisé avant du fait que quand même aux États-Unis comme en France, nous sommes dans des sociétés ouvertes avec un pluralisme de presse réel, avec une expression démocratique. Donc il y a moyen d'aller chercher les informations ailleurs. Et les effets de cette propagande ne durent pas, en tout cas, et durent alors là, beaucoup moins. Là, on va voir. Mais je voulais simplement rappeler cela pour montrer que c'est la mobilisation d'une société derrière un chef à partir de mensonges avérés, en tout cas avérés plus tard, en l'occurrence, ça n'est pas l'exclusivité, ça n'est pas l'apanage des Russes. Nous avons connu cela également, donc il faut garder cet esprit un peu distancié. Moi, je trouve un ça degré différent peut-être. Voilà, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut quand même dissocier les choses et je pense que c'est quand même dangereux de mettre ces deux choses-là sur le même ordre parce qu'en Russie, on est non seulement sur une justification d'une opération qui serait mensongère et qui serait présentée ponctuellement comme telle et qui serait suivie par la population et qu'ensuite finalement il y a une vérité qui aurait été faite au terme d'enquête, au terme de contre-opinion qui aurait été exprimée, au terme du fait que simplement les gens puissent entendre aussi la version venue de l'extérieur. On est dans complètement autre chose en Russie. On est dans une réécriture pure et simple et tout simplement à l'envers de l'histoire de qui est l'agresseur et qui est l'agressé dans un conflit. Je comprends très bien votre objection. Depuis la Seconde Guerre mondiale. La comparaison a ses limites et je ne veux pas la forcer. Mais je me rappelle que lorsque je mettais en doute ici, par exemple, ou ailleurs, les assertions, les allégations qui étaient portées en demandant où étaient les photos des charniers, où étaient les photos des colonnes de chars, on passait facilement pour un suppôt de Kadhafi. Oui, alors là, c'est le problème. Voilà, mais je veux pas. On parle de l'Ukraine et je ne veux pas rapporter tout ça à la Libye, bien sûr. Les Africains ont le droit de coopérer avec qui ils veulent
et nul ne doit le décider à leur place, Wagner ou pas. Tous les peuples du monde, occidentaux ou non, ont le droit de vivre libres, en paix et en sécurité, d'œuvrer à leur prospérité sur cette terre qui n'appartient qu'à Dieu et non aux humains. Parfois, je me pose la question, pourquoi le monde occidental de façon parfois choquante, veut imposer à tout le monde son système. Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous, vous êtes en droit de vous poser à vous-même cette question. Pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous est bon pour vous? Alors que toute l'histoire est là. L'Occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie, soyons sérieux. Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés, de morts, la colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique. Aujourd'hui, le néocolonialisme, vous nous dominez, sur tous les rapports, vous nous exploitez, sur tous les rapports économiques, culturels, politiques, diplomatiques, militaires. Et vous prétendez que notre bonheur, c'est ce que vous nous dites. Or, dans la pratique, vous avez toujours fait le contraire. Et vous, franchement, dans ce domaine, nous n'avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates, mais qui ne le sont pas de notre point de vue. En tout cas, par rapport à nous. Ils n'ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas. Alors, laissez-nous trouver en toute liberté, parce que soyez convaincus que nous aussi nous aimons la liberté. Nos peuples aiment la liberté, la démocratie. C'est dans la nature de l'être humain. Mais acceptez que nous avons notre histoire, nous avons notre culture, nous avons nos problèmes. Plutôt, aidez-nous, puisque vous avez fait votre bonheur, votre fortune sur notre dos. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.